Lors de ses vœux à la presse, Nicolas Dupont-Aignan a appelé à la tenue d'une primaire républicaine et patriote. L'objectif, battre Emmanuel Macron grâce à un candidat choisi par les Français en amont du premier tour. Une annonce qui survient quelques jours après celle de Marine Le Pen d'être candidate en 2022. Des milliers de manifestants ont défilé à Paris dimanche pour exprimer leur opposition au projet de loi de bioéthique. Une démonstration de force qui se veut persuasive alors que le texte de loi est examiné au Sénat à partir de demain mardi. Alors que les mobilisations de Gilets jaunes durent depuis plus d'un an et que le gouvernement peine à sortir d'une séquence de grève contre sa réforme des retraites, la tension est palpable dans le pays. L'exécutif, arrogant et provocateur, semble plus que jamais souffler sur les braises des mécontentements. Madame, Monsieur, bonsoir. Une primaire pour les patriotes. Lors de ses traditionnels vœux à la presse, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a lancé un appel pour que l'opposition républicaine et patriote à Emmanuel Macron se prête au jeu de la primaire. Après mûre réflexion et après beaucoup de déplacements tout au long de l'année, après les européennes, je lance vraiment aujourd'hui, à l'occasion de ces vœux, un appel à toutes les personnalités politiques de l'opposition républicaine et patriote pour organiser en 2021 une grande primaire pour la France. Une primaire pour rassembler. Le pari semble risqué, c'est pourtant celui lancé par Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France pour la présidentielle de 2022. Présenté lors de ses vœux à la presse ce lundi, l'idée a de quoi séduire. En effet, à 2 ans de l'échéance, la perspective de choisir un concurrent en capacité de gagner face à Emmanuel Macron résonne positivement dans les esprits. On ne peut pas laisser Macron gagner 2022. Il faut en finir dès 2022. Et pour gagner en 2022, il faut avoir le meilleur candidat possible, avec pas de dispersion des voix dès le premier tour, avec un projet rassembleur, et il ne faut pas rééditer 2017, il faut tirer les leçons. Alors moi je dis simplement, qui peut mieux que les électeurs patriotes, les millions d'électeurs patriotes et républicains, choisir leur champion? Passé l'effet d'annonce, une question arrive dans toutes les têtes. Marine Le Pen pourrait-elle se prêter au jeu de la primaire, alors même que le Rassemblement national est considéré comme premier opposant à Emmanuel Macron et qu'elle a déjà annoncé sa candidature pour 2022? Je pense que Marine Le Pen a intérêt, comme moi, comme d'autres, à se relégitimer auprès de millions d'électeurs pour arriver en force à l'élection présidentielle et battre Macron. Et donc, il ne faut pas voir dans ma proposition une manœuvre contre X ou Y. Moi, je veux qu'on prenne le meilleur ou la meilleure. Je le dis très clairement à Marine Le Pen, si elle ne tire pas les leçons de sa défaite, et si elle recommence pareil, toujours pareil, ça fera le jeu d'Emmanuel Macron. Alors ça lui fera peut-être pas plaisir que je lui dise ça, mais je pense la servir en disant ça. Je pense qu'à un moment, un homme politique doit s'effacer pour l'intérêt général du pays. Et que la primaire, c'est le juge de paix. Voilà. Parce que sinon, comment on choisit? Celui qui se présente le plus vite? Celui qui dit « je suis le meilleur » Chacun croit être le meilleur. Donc il faut une règle du jeu. Et la seule règle du jeu que je vois, c'est comme aux États-Unis, c'est un système où les électeurs tranchent. Marine Le Pen, des candidats républicains, des personnalités de la société civile telles que Natacha Polony, Éric Zemmour ou le général De Villiers, mais aussi des candidats souverainistes tels que Florian Philippot ou François Asselineau. Pour Nicolas Dupont-Aignan, tous les opposants au mondialisme d'Emmanuel Macron doivent participer à cette primaire. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. On ne pourra pas gagner si on fonctionne toujours dans l'idée de la séparation, de l'exclusion. Il faut rassembler toutes les chapelles dans la cathédrale, voilà. Une primaire qui permettrait également de mettre à plat tous les sujets fondamentaux pour construire ensuite un programme consensuel commun pour tous les patriotes. Je veux qu'on mette sur la table, justement, longtemps avant l'élection, les points de divergence pour les traiter. C'est pas sur une table entre les deux tours en 2 heures qu'on peut bâtir le projet. Alors, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il faut vraiment proposer la retraite à 60 ans? Je suis pour annuler la réforme Macron. Mais moi, je pense qu'il faut mieux la retraite à 62 ans, parce que je pense que 60 ans, c'est un mirage. Voilà, ça, c'est un vrai débat qu'on devrait avoir. Au nom de quoi Marine Le Pen déciderait maintenant que c'est la retraite à 60 ans et qu'on doit tous obéir? Et si ça fait perdre l'élection? Un programme au-delà des partis qui semble toutefois complexe à réaliser. En effet, le chemin de Marine Le Pen vers la présidentielle semble tout tracé après une escale par le prochain congrès du Rassemblement national en guise de formalité. Une telle initiative pourrait toutefois permettre à la candidate d'espérer franchir le fameux plafond de verre décrit par les commentateurs,
En effet, les règles de la primaire imposeront que les perdants se rangent derrière le vainqueur, une règle pouvant être gagnante quand elle est respectée. Nouvelle démonstration de force des opposants au projet de loi de bioéthique. Dimanche, ils étaient une nouvelle fois nombreux à venir manifester. Un jour important pour la mobilisation alors que le projet de loi sera examiné par les sénateurs à partir de demain mardi. Un reportage de Géraud Dufayet. En France, le non ne se vend pas. Coup de force avant le Sénat. À l'avant-veille de l'examen du projet de loi de bioéthique au Palais du Luxembourg, les opposants au texte sont venus nombreux pour manifester leur opposition à l'ouverture de la PMA pour toutes, mesure phare du projet. À l'initiative du collectif Marchons Enfants, ils étaient 41 000 selon le ministère de l'Intérieur à s'être réunis à Paris. Les organisateurs n'ont quant à eux pas souhaité communiquer leurs chiffres, mais ont précisé qu'ils étaient des centaines de milliers. Une mobilisation au rendez-vous et aux revendications claires, obtenir le retrait du projet de loi. Nous sommes 22 associations partenaires qui agissons en tant que telles, chaque association avec sa légitimité, avec son type d'action, avec sa stratégie propre. Et puis là, pour des événements de très grande ampleur qui nécessitent qu'on montre que nous sommes dans l'action unitaire, eh bien nous sommes tous ensemble pour le retrait de ce projet de loi de bioéthique, parce qu'il n'est pas bioéthique, il est tout simplement anti-éthique. Le projet de loi ferait prévaloir l'intention des adultes sur la réalité charnelle de la filiation. Donc les enfants se retrouvent soumis aux aléas des désirs, de la volonté des adultes, alors que les enfants ont autant de droits que les adultes et que le rôle de la loi c'est de les protéger. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Et c'est valable pour tout, vous voyez, pour l'informatique ou je ne sais pas moi, pour taper son voisin. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? C'est une vraie question. Est-ce que tout désir a vocation à être assouvi? L'esclavage procréatique consiste à dire que les femmes sont instrumentalisées, qu'on le veuille ou non, quand elles proposent leur corps, que ce soit à titre altruiste ou pour de l'argent, elles sont nécessairement instrumentalisées. Il y a aussi du business, beaucoup de fric qui est en jeu. Et le marché de la procréation représente d'ores et déjà 30 milliards de dollars dans le monde. On voit bien que c'est aussi l'un des objectifs de tous ceux qui font pression pour la légalisation de toutes ces pratiques. Il faudra continuer à dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette évolution, que nous ne voulons pas que la société française consacre définitivement la création d'enfants sans père, que nous ne voulons pas voir affaiblir la cellule familiale comme elle l'est et fragiliser, que nous ne voulons pas que l'homme devienne une marchandise comme une autre en matière de bioéthique comme le reste. Nous ne voulons pas voir fabriquer des êtres qui soient une espèce de mélange monstrueux de cellules humaines et de cellules animales et que nous tenons à une société de l'enracinement, c'est ça qu'il faut dire. Comme à son habitude, le gouvernement garde le silence, refusant toute forme de dialogue sur ce projet sociétal. Les organisateurs et élus de la République regrettent que le débat ne soit pas plus démocratique et dénoncent les méthodes de l'exécutif. Une méthode consistant à faire la sourde oreille. Pourtant, selon une étude IFOP, plus de la moitié des Français estiment qu'il faut retirer ce projet de loi. Un chiffre qui monte à 64% chez les 18-25 ans. Le gouvernement, ou la méthode plutôt d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir organisé des états généraux de la bioéthique qui ont été très importants, très vastes, où chacun a pu s'exprimer, il faut le dire. C'est aussi d'auditionner les associations, des personnalités diverses et variées. Et puis, au final, ça consiste à ne rien entendre du tout et ça consiste à ne veiller à rien, piétiner tout ce qui est dit, piétiner tout ce qui est exprimé. Donc en fait, c'est de l'hypocrisie pure et dure, ça n'est que de la méthode. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement soit dans une position de dialogue sur ce sujet d'ailleurs, comme sur les autres. Il est très déterminé à vouloir imposer sa vision de l'homme qui est finalement, dans sa perspective à lui, une marchandise comme une autre. Il n'y a pas de dialogue possible. C'est vraiment souffrance contre souffrance. C'est deux positions qui ne peuvent pas s'entendre. Moi, j'entends bien que ces familles existent. J'entends bien qu'elles ont un désir d'enfant. Moi-même, j'ai eu un désir d'enfant. Simplement, de leur côté, ils n'entendent pas non plus notre position, où pour moi, on ne peut pas inscrire dans la loi la privation et la conception d'enfants sans père. À de nombreuses époques de l'histoire, heureusement que les résistants n'ont pas pensé que leur cause était perdue et que parfois, contre toute espérance, ils sont quand même allés au combat. Donc là, en l'occurrence, nous avons l'espérance, nous avons la justice, le bon sens avec nous. Une manifestation venue des 4 coins du pays, plutôt jeune dans l'ensemble. Parmi les manifestants étaient présents quelques élus, essentiellement de droite. On notera également la présence de personnalités
comme le duc d'Anjou, Louis de Bourbon, prétendant légitimiste au trône de France. Je suis venu ce matin à la commémoration de la mort de Louis XVI. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est une manifestation pour une cause très importante. Je crois dans la famille traditionnelle, dans la façon dont elle est conçue et je pense qu'il faut défendre cet aspect-là. Ma position vis-à-vis de la France, c'est de rendre service. Et si les Français et la France veulent que je puisse rendre service, je suis tout à fait à disposition. Une manifestation pacifique qui s'est déroulée presque sans aucun incident. Des militants LGBT ont toutefois essayé de troubler l'ordre dans la manifestation, mais ont très vite été mis à l'écart par la sécurité. Plus loin, une centaine de militants d'extrême gauche ont manifesté et ont en vain essayé de rejoindre les opposants au projet de loi. Dans l'ensemble, l'ambiance a été calme tout au long du cortège. Trop calme pour certains. Des manifestants n'ont pas hésité à critiquer la position tempérée qu'impose le collectif Marchons Enfants à la mobilisation. Vous avez en face, il y a une manifestation d'antifascistes par exemple. Moi je trouve que les antifascistes s'assument beaucoup plus comme ils sont. Il y a quelque chose de beaucoup plus naturel quand ils manifestent. Et finalement c'est une manifestation qui est peut-être, je dirais même plus saine qu'ici où on doit se cacher, pas trop montrer qu'on est catholique, pas trop montrer qu'on est fier d'être français, pas trop montrer qu'on est fier d'avoir des idées politiques qui sont à rebours de ce gouvernement. Et donc voilà, moi c'est ce décalage que je trouve dommage. Si la manifestation est dans l'ensemble une réussite, reste à savoir ce qui va en résulter. Cela s'annonce compliqué, les derniers événements nous prouvent en effet la détermination du gouvernement d'Emmanuel Macron à ne pas transiger sur le cap choisi. Le projet de loi est désormais au Sénat pour être examiné avant son retour à l'Assemblée nationale. La manifestation de dimanche a-t-elle eu un impact quant à la décision des sénateurs? Premiers éléments de réponse dans les prochains jours au Palais du Luxembourg. Un climat social tendu après plus d'un an de mobilisation des Gilets jaunes et bientôt 2 mois de grève contre la réforme des retraites. Le président et le gouvernement persistent au risque de détériorer encore plus une société déjà bien éclatée. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Un climat social inquiétant, selon le patron des Républicains Christian Jacob, un conflit qui dure et des violences inadmissibles, selon l'ancien président François Hollande. Le monde d'avant ne peut que constater que celui d'après n'est guère plus reluisant. Et pour cause, après plus d'un an de manifestation des Gilets jaunes et bientôt 2 mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les violences policières sur ordre des autorités de l'État notamment sont monnaie courante en France et participent d'un climat particulièrement délétère. Ajoutez à cela les violences d'extrême gauche, que ce soit contre les personnes ou contre les biens, comme l'incendie partiel du restaurant La Rotonde samedi en témoigne, et vous aurez une société au bord de l'explosion. Au cœur des tensions actuelles, la gestion gouvernementale des différentes crises, appelant régulièrement au calme, l'exécutif a pourtant une fâcheuse tendance à mettre le feu aux poudres, que ce soit par l'incurie de ses membres ou par la suffisance du président et de son entourage. L'épouse de ce dernier avait notamment affirmé récemment qu'Emmanuel Macron n'est pas arrogant, mais qu'il a l'assurance de la connaissance. Le premier flic de France, Christophe Castaner, semble, dans un tel contexte, être un véritable pompier pyromane. Le ministre de l'Intérieur, au passé de joueur de poker ayant côtoyé des figures du grand banditisme, ne semble pas adapté pour calmer le jeu. Dans un tel climat, les principaux responsables, les politiques au pouvoir et leurs supplétifs, sont pris pour cible. Emmanuel Macron a ainsi été exfiltré d'un théâtre vendredi soir à cause de manifestants venus réclamer sa démission. Le siège de la CFDT, syndicat proche de la présidence, a également subi une intrusion vendredi. Des petits incidents en forme d'avertissement sans frais pour des responsables considérés comme coupables par de nombreux manifestants ou militants. À cela s'ajoutent les permanences politiques dégradées, celles de la République en marche évidemment, mais aussi celles d'autres partis, comme un symbole du rejet assez large de l'actuelle classe politique dans son ensemble. Le ministre Schiappa, en campagne électorale à Paris, a déjà été pris à partie 2 fois en moins d'une semaine. Il y a plus d'un an, déjà, Benjamin Griveaux, alors ministre considéré comme particulièrement arrogant, avait vu son ministère attaqué à l'aide d'un chariot élévateur. Un incident qui intervenait dans une période également très tendue où les manifestations massives de Gilets jaunes prenaient des formes de jacquerie. Depuis quelques mois, le gouvernement semblait avoir repris la main. Mais les récents épisodes de violence et de prise à partie du personnel politique témoignent d'un malaise profond. Il suffira ainsi de quelques étincelles pour faire un peu plus éclater les frustrations et les colères enfouies chez de nombreux Français qui s'estiment déclassés, méprisés ou moqués par un gouvernement et un président d'une arrogance inédite, mais aussi par leurs supplétifs médiatiques. L'actuelle majorité, qui a certes hérité d'une situation assez désastreuse, mais à laquelle elle avait participé, paraît aujourd'hui bien mal en point. Et comme il y a un an, il semble que les gouvernants traversent une période de peur, ces périodes de flottement durant lesquelles les opposants sont persuadés de pouvoir faire la différence par des moyens peu conventionnels, alors que les gouvernants s'interrogent sur le risque réel qui peut peser sur leur poste, mais aussi parfois sur leur personne.
Et si la colère s'apaise un temps, rien n'indique que la prochaine phase de tension ne sera pas décisive. Pour éviter la prolifération de la colère, tous les moyens sont alors bons pour les dirigeants, à l'image de la loi N de censure sur Internet qui sera votée mardi à l'Assemblée nationale. Pas sûr cependant que ce sera en tentant de bâillonner les contestataires que la majorité pourra se maintenir. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour faire le tour de l'actualité en bref. Nouvelle enquête de l'IGPN. Le visionnage d'une vidéo montrant un policier frappant un manifestant interpellé, déjà au sol, s'est multiplié sur les réseaux sociaux tout le week-end, provoquant l'indignation. Pour autant, le syndicat Alliance n'a pas tardé à répondre. Selon la version du policier concerné par l'affaire, le manifestant lui aurait craché du sang au visage, le tout en lui criant « J'ai le sida, tu vas crever ». Stanislas Godon, le porte-parole du syndicat, a rappelé la gravité de la situation en expliquant que le fonctionnaire de police allait devoir suivre une trithérapie pour éviter toute contraction du virus dans le cas où le manifestant était véritablement séropositif. Il ajoute que les accusations sont sans doute allées beaucoup trop vite contre le policier. L'IGPN a ouvert une enquête qui permettra peut-être aussi de savoir pourquoi le manifestant était en sang. Un jeune garçon agressé dans un collège à cause de la croix qu'il portait à son cou. Dans le 18e arrondissement de Paris, un jeune garçon serbe a été pris à partie par 5 camarades de 11 ans mardi dernier. Bien que sa croix en pendentif était sous ses vêtements, les agresseurs présumés auraient demandé au jeune de la retirer, ce qu'il a refusé. S'en est alors suivi une pluie de coups pendant un long moment, jusqu'à ce que des camarades donnent l'alerte. Le jeune garçon, blessé et choqué, est allé déposer plainte avec ses parents. Le nouveau bac, pas à la fête. La nouvelle formule du baccalauréat mise en place par le ministre Blanquer a causé des remous dans plusieurs établissements. Certains professeurs, voire même des élèves, ont refusé de se prêter à l'exercice du contrôle continu initié par la dernière réforme de cet examen. Difficile pour le moment de savoir quelle est l'importance de la contestation. Les professeurs hostiles à la nouvelle formule du bac se disant nombreux quand le ministère parle d'un mouvement très minoritaire. Commande record pour le chantier de Saint-Nazaire. Le croisiériste MSC vient de signer un contrat avec les chantiers de l'Atlantique à l'Elysée pour un montant dépassant les 2 milliards de dollars. 2 paquebots devront être livrés en 2025 et en 2027. Tous deux seront propulsés au gaz naturel liquéfié à l'impact environnemental bien moins élevé que les moteurs classiques. Ces 2 engins des mers auront une capacité de 6700 passagers et engendreront 14 millions d'heures de travail, soit quelques 2400 emplois pendant 3 ans et demi. Une aubaine pour la région, à plus forte raison que ces contrats s'accompagnent de 2 protocoles d'accord avec les chantiers navals pour 4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Un mystérieux virus s'abat sur l'Asie. Ce lundi, la Chine a fait savoir qu'un 3e mort était à déplorer d'une maladie méconnue. Alors que 200 personnes seraient infectées dans l'Empire du Milieu, la Corée du Sud a également signalé un premier cas, de quoi laisser craindre une véritable épidémie. Le virus est vraisemblablement de la même famille que le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus. Il se serait propagé depuis un marché spécialisé dans la vente de poissons et de crustacés à Wuhan, dans le centre de la Chine. Selon des scientifiques londoniens de l'Imperial College, les malades auraient été sous-évalués et dépasseraient le millier. Des mesures de prévention se mettent en place, notamment un filtrage de la part des États-Unis qui filtre les vols en provenance du Wuhan et de la Thaïlande, où 2 des cas auraient été recensés. Jérusalem, véritable lubie de certains candidats ou dirigeants politiques. Après les États-Unis de Donald Trump et le Brésil de Bolsonaro, le prochain pays à déplacer son ambassade israélienne de Tel Aviv à Jérusalem pourrait être l'Italie de Salvini. En effet, Matteo Salvini, patron de la Lega en tête dans les sondages, a affirmé à un journal israélien qu'il était, à l'image de Benjamin Netanyahou et Donald Trump, victime de juges de gauche désireux de se venger du résultat des urnes. Après s'être dit favorable au déplacement de l'ambassade d'Italie de Tel Aviv à Jérusalem, l'ancien vice-premier ministre a fustigé ce qu'il appelle l'antisémitisme en Europe et qu'il attribue essentiellement à la gauche et à l'islam. La violence gagne un peu plus la rue à Beyrouth. Le Liban, très sujet aux crises politiques, en connaît une particulièrement sévère depuis 4 mois et le début d'un soulèvement contestataire. Le Premier ministre Hassan Diab n'a toujours pas formé de gouvernement pour prendre la suite de Saad Hariri. Le président Michel Aoun a rassemblé les responsables de la sécurité ce lundi. Plus de 500 personnes ont été blessées ces 2 derniers jours dans la capitale à la faveur d'affrontements toujours plus violents et qui paraissent le dernier moyen pour la population de faire savoir sa colère contre des dirigeants honnis.
Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, c'est le moment du Zoom du jour. Battue et prostituée par ses parents, Karine a vécu l'enfer. Dans son livre « Signalement », Laurence Brunet-Jambus, sa tante, raconte son combat contre les institutions pour sauver sa nièce, devenue aujourd'hui sa fille adoptive. Moi, j'ai fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance le lendemain. Le premier. D'une longue liste. Ouais, voilà. Et j'ai reçu une lettre un mois après où on m'a dit, un peu vulgairement, circulez, il n'y a rien à voir, tout se passe bien avec les parents. Nous travaillons en bonne approche. Alors effectivement, on sait que les parents sont suivis. Oui, mais quel suivi? Excusez-moi de dire ça, mais quel suivi? Des TISF, des travailleuses qui vont à domicile, interviennent matin et après-midi dans cette famille à partir de ce moment-là, avec un coût pour la société démentiel. Hein. Là, pour le coup, voilà. Au bout d'une semaine, ils font un premier rapport en disant que cette petite fille doit être retirée et placée parce que ça ne se passera pas bien. Ils vont la laisser 11 ans. Et les travailleuses familiales vont venir pendant 11 ans dans cette famille. Et elles ne feront elles-mêmes aucun autre signalement? Elles ont fait des rapports à l'aide sociale à l'enfance. On les a retrouvées depuis qu'il y a toutes ces procédures. Mais à ce moment-là, ça n'a pas été pris en compte par les travailleurs sociaux. Et ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent l'auteur de Kleptocratie française, Héloïse Benamou, pour évoquer le pouvoir de la finance internationale sur les régimes de retraite. Tout de suite, retrouvez également Mes libertés politiques avec François Billot de Lecner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Demain sera discuté à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à protéger la jeunesse de la vague pornographique qui s'est abattue sur elle. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? À la fin de l'automne dernier, l'association Stop au porno, que j'ai l'honneur de présider, a écrit au Premier ministre pour lui demander de faire de la lutte contre la pornographie une grande cause nationale en 2020. Cette demande était importante car lorsqu'un sujet devient grande cause nationale sur décision du Premier ministre, cela met le sujet en question sous le feu des projecteurs et cela permet de bénéficier de temps de parole dans les médias. Parallèlement à cette lettre écrite au Premier ministre, l'association Stop au porno a contacté Citizen Go qui a accepté de mettre en ligne une pétition visant à appuyer cette demande. De fil en aiguille, et sollicitée par Stop au porno, Madame Agnès Thiel, députée de son État, a accepté de déposer un projet de loi sur le sujet, projet qui sera discuté à l'Assemblée nationale le mardi 21 janvier, c'est-à-dire demain. Pour la suite du combat farouche que mène l'association contre le tsunami pornographique, ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale revêt une importance considérable. En effet, le président Macron, dans un discours à l'UNESCO en fin d'année dernière, a déclaré vouloir protéger les enfants de la pornographie. Le projet de loi discuté demain à l'Assemblée nationale va précisément dans ce sens. De deux choses l'une. Ou bien le discours de l'UNESCO n'était qu'un leurre pour endormir les Français et il ne se passera rien demain à l'Assemblée nationale. Ou bien ce discours avait un véritable objectif de lutte contre la pornographie et le projet de loi de demain devrait être accueilli très positivement par le Premier ministre. Nous sommes donc sur le sujet de la lutte contre la pornographie à la croisée des chemins. L'heure de vérité sonnera demain. Nous saurons à ce moment-là si la puissance publique entend se saisir du problème ou tout simplement l'enterrer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.